s'il vous plaît. Non, monsieur. Non, monsieur. Abissou, rien. Arrêtez la présentation. On va recommencer à zéro. Est-ce qu'il y a un défilement maintenant, s'il vous plaît? Oui, monsieur. Ça bouge? Oui, C'est bien. c'est bien. Ça bouge maintenant? Oui. Oui, monsieur. C'est bon? Ça bouge? Oui, monsieur. C'est bon. Donc, on va, s'il vous plaît, ce que nous avons déjà pensé l'autre fois. Et dans le cadre de management stratégique, je crois que nous avons déjà vu tout cela. Ces éléments-là, on ne va pas bien sûr y revenir. De telle sorte que nous avons dit que le management stratégique nécessite de la prise de décisions qui sont très importantes parce qu'elles engagent l'entreprise sur le long terme. Et ces décisions vont concerner tous les acteurs de l'entreprise, que ce soit les associés, les clients, les fournisseurs, les dirigeants, et bien sûr, pour qu'on puisse réaliser les objectifs qui sont fixés auparavant par l'entreprise. Ces décisions, bien sûr, ou bien elles vont aboutir à des succès, ou bien à des réalisations, ou bien à des concrétisations des objectifs et de la stratégie, ou bien on peut y avoir, bien sûr, des échecs, et cela il ne doit pas être un obstacle ou bien une entrave pour la poursuite des objectifs. Au contraire, cet échec, il doit être comme un élément qui va motiver les dirigeants, bien sûr, l'entreprise, pour qu'ils puissent corriger ces anomalies et ces erreurs. Bien que le bon management stratégique, c'est tout d'abord qu'il va essayer de poser les bonnes questions pour qu'on puisse prendre les bonnes décisions à travers, bien sûr, des orientations stratégiques. Les orientations stratégiques, je crois que nous l'avons déjà dit, qu'ils sont ou bien sont conduites par la lecture de l'environnement. Ces orientations stratégiques doivent être faites à travers l'analyse et la lecture et l'étude de l'environnement auquel est l'entreprise, ou bien à travers les compétences dont il dispose l'entreprise. Ce sont des compétences que nous avons déjà parlé. Ce sont des compétences qui sont internes, des compétences centrales internes qu'il faut identifier à travers l'entreprise. Donc, le management stratégique à ce niveau-là, il doit essayer d'évaluer et de valoriser ces compétences-là pour qu'il puisse avoir et atteindre ou bien détenir ce qu'on appelle un avantage concurrentiel qui va permettre à cette entreprise d'atteindre et de planifier son action et d'atteindre les objectifs prévus. Donc, le management stratégique, nous avons dit qu'il se compose de 3 niveaux. Il se compose du diagnostic stratégique, du choix stratégique et du déploiement stratégique. Je crois que nous avons déjà parlé de ça. Analyse interne, analyse externe, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces. N'est-ce pas? On a déjà parlé de ces éléments-là. SWOT. Donc, là, je crois que nous l'avons déjà étudié ensemble. Et donc, les menaces, nous l'avons déjà donné des exemples des menaces.
que ce soit l'arrivée de nouveaux concurrents, la fusion de deux concurrents, une réglementation restrictive ou bien une instabilité internationale. Concernant les opportunités, nous avons dit qu'elles correspondent aux tendances favorables au marché et nous avons dit à ce niveau-là la nouvelle technologie, l'acquisition d'une nouvelle technologie ou bien l'arrivée d'une nouvelle technologie sur le marché, le pouvoir d'achat sur le marché cible, c'est le marché qui est en forte croissance ou bien la chute d'un concurrent. Concernant les forces, nous avons dit que l'entreprise, l'image innovatrice, l'excellente qualité, une bonne relation client et bien sûr une gamme large et complète de produits. Alors que les faiblesses, elles vont peut-être ou bien elles vont bien sûr concerner une faible notoriété, bien sûr aussi une baisse de qualité, une faible rentabilité et bien sûr des produits vieillissants. Ce sont des exemples des faiblesses. Donc, là, nous l'avons déjà aussi étudié cette matrice et nous l'avons déjà donné des exemples. Rentabilité concernant les faiblesses, concurrence concernant les menaces et l'intérêt pour les opportunités de la clientèle pour tel ou tel produit. Donc, le diagnostic stratégique doit se faire d'une manière interne au niveau externe, au niveau interne de l'entreprise, au niveau externe l'environnement, l'entreprise, les forces et les faiblesses et l'environnement, bien sûr, les opportunités et les menaces, pour qu'on puisse faire en sorte de savoir quelles sont les capacités stratégiques en interne de l'entreprise et en externe, on doit s'intéresser à l'attractivité stratégique de l'environnement et tout cela dans le cadre de l'orientation stratégique qui est possible. L'analyse de l'environnement interne et l'analyse interne, l'analyse de l'environnement, il va nous donner la possibilité de faire un choix entre plusieurs alternatives et plusieurs possibilités pour qu'on puisse prendre la décision finale afin de formuler la stratégie qui est adaptée aux orientations de l'entreprise et qui va tenir compte aussi bien des valeurs des dirigeants que de la responsabilité sociale de l'entreprise. Et ces valeurs et cette responsabilité doivent être prises en compte pour la mise en œuvre ou bien pour le choix de stratégie établie. La prise de décision, bien sûr, elle doit être faite au niveau de l'analyse de l'environnement, elle doit être faite, bien sûr, à travers l'analyse de compétences des ressources humaines, c'est-à-dire la décision qu'on doit prendre ne doit pas être une décision aléatoire, mais doit être faite à travers l'analyse de l'environnement, l'analyse des ressources de l'entreprise et bien sûr ce qui va donner le choix, qui va nous orienter vers la formulation de la stratégie et bien sûr en prenant en compte les valeurs des dirigeants, la responsabilité sociale de l'entreprise. C'est un résumé de ce que nous avons déjà vu. Donc, nous avons déjà vu le domaine d'activité stratégique, nous l'avons déjà parlé à ce niveau-là, nous avons donné des exemples, je crois, et nous avons bien sûr arrivé à ce niveau-là, à savoir ce qu'on appelle les facteurs clés de succès d'une entreprise et que nous l'avons déjà bien sûr étudié dans le cadre dans le cadre de la séance précédente. Donc, un facteur clé de succès, c'est une activité. Dans une activité, est-ce qu'il faut savoir faire pour réussir dans un marché? Ça, là, nous l'avons déjà bien sûr étudié. Et donc, nous l'avons déjà parlé de cet élément-là. Donc, à travers un élément de l'offre qui a une valeur pour les clients, et bien sûr aussi un savoir-faire particulier, ou bien un ou des avantages dans le coût de la chaîne de conception, production, distribution du produit. Et c'est là le facteur clé succès et peut bien sûr être défini à partir de ces éléments-là que nous l'avons déjà étudié. Je crois que nous l'avons déjà expliqué ensemble. Donc, je crois que nous sommes arrivés à ce niveau-là, Yak. Oui?
Nous sommes arrivés à son niveau, si vous vous rappelez bien. Oui, monsieur. Et ok, pour ne pas donc tomber dans la segmentation stratégique. Donc, lorsqu'on parle de la segmentation stratégique, c'est quoi la segmentation stratégique? Donc là, je crois que nous l'avons déjà défini l'activité de l'entreprise qui va permettre de circonscrire le cadre de l'analyse à des sous-ensembles, c'est-à-dire on va parler des sous-ensembles cohérents, ce sont des domaines d'activité stratégique. Donc, un domaine ou bien un segment stratégique, c'est quoi? On peut les segments stratégiques domaines d'activité consistent en un regroupement de fonctions ou de processus porteurs d'une stratégie spécifique pour l'entreprise et qui correspond à une combinaison particulière de facteurs clés de succès. Je crois que nous l'avons, je ne sais pas, mais je crois que nous l'avons déjà étudié, ça y est. Le domaine d'activité. Oui, 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 monsieur, on a fait ça. nous l'avons déjà parlé de Domaine c'est divisé. d'activité, oui. Oui, bien sûr. Donc, nous avons dit que segmenter, c'est divisé en sous-ensembles homogènes selon certains critères qui sont préalablement retenus. Nous avons donné des exemples là-dessus concernant L'Oréal, concernant Danone, concernant Samsung, n'est-ce pas? Plusieurs éléments que nous avons vus. Et nous avons dit que la segmentation stratégique, il vise à diviser l'ensemble des activités de l'entreprise en segments selon quoi? Selon des facteurs clés de succès. C'est-à-dire un facteur clé de succès dans une activité, c'est ce qu'il faut savoir faire pour réussir sur un marché. Donc, lorsqu'on va segmenter un marché des étudiants, un marché des célibataires, un marché, par exemple, des femmes, des enfants, dans chaque marché, on va chercher quel est le facteur clé de succès qui va nous permettre de réussir dans telle ou telle affaire. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Donc la segmentation stratégique, il vise à diviser l'ensemble des activités de l'entreprise en segments. Selon quoi? Selon des facteurs clés de succès qui vont permettre à l'entreprise de se distinguer et d'avoir des avantages par rapport à la concurrence. Et bien sûr, les domaines d'activité sont regroupés dans les facteurs clés de succès sont identiques. C'est-à-dire à chaque fois que un marché il a les mêmes facteurs clés de succès, c'est-à-dire le service par exemple, c'est-à-dire la technologie, le savoir-faire, le prix, la qualité, la rapidité de la livraison, la proximité, etc. On va regrouper ces domaines-là dans un même domaine d'activité. Donc, les segmentations, les domaines vont être regroupés ou bien vont se regrouper les activités dans le cadre de la segmentation stratégique dont les facteurs clés de succès, les FCS, sont identiques. Et bien sûr, nous avons dit que ces facteurs clés de succès sont des avantages concurrentiels pour l'entreprise en termes de quoi? En termes bien sûr de savoir-faire, de technologie commerciale, les coûts, la conception, la distribution, etc. Donc là, je crois que nous l'avons déjà étudié. Donc les facteurs clés de succès sont des avantages concurrentiels pour l'entreprise. Un facteur clé de succès peut être détenu en savoir-faire technologique, en commercial, logistique, distribution, qualité, prix, service, etc. Donc, plusieurs éléments peuvent être vus à travers ces facteurs clés de succès. Donc, les compétences nécessaires, les structures du coût, les technologies, les types de clients, et bien sûr, les réseaux de distribution, les zones géographiques, la concurrence, tout cela, le découpage en segments peut s'appuyer sur des critères qui sont ce que nous avons déjà étudié. Donc, les compétences nécessaires dans l'entreprise, le savoir-faire, la structure du coût, comment on peut
maîtriser les coûts dans le cadre de la réalisation de telle ou telle production, les technologies qui sont utilisées, les types de clients visés. On peut viser certains clients, les réseaux de distribution. Donc, un facteur clé de succès peut aussi concerner la distribution, les zones géographiques et bien sûr la concurrence. Tout cela, il peut être comme élément dans le cadre qu'on doit prendre en considération la prise en compte des facteurs clés de succès. Là, c'est d'une manière générale. Donc là, nous avons dit qu'il correspond à une activité ou bien à des technologies, à des réseaux et ainsi de suite. Donc là, je crois que nous sommes arrivés à ce niveau-là, Yak. Le niveau, nous n'avons pas traité ces éléments-là. Oui ou non? Est-ce que nous l'avons traité? Vous m'entendez? Oui, Est-ce que nous avons traité les éléments ou pas encore? pas encore. Pour les gens qui étaient présents, donc la séance derrière. Donc, le découpage, pour qu'on puisse expliquer le découpage en segments, il doit être fait selon certains critères ou bien selon certaines bases qui sont bien sûr propres à l'entreprise et parfois sur des critères externes. Donc, lorsqu'on parle des compétences nécessaires, lorsqu'on parle des structures du coût, la technologie et les types de clients, donc ce sont des éléments qui sont internes à l'entreprise, les compétences, les structures et les coûts, tandis que la distribution, l'agence avec la concurrence et les clients, ils peuvent être des critères qui sont externes. Donc, nous avons des critères qui lui sont propres, des critères internes, et bien sûr, nous avons aussi des critères qui sont externes qu'on doit les prendre en considération lors de l'étude lors de l'étude, bien sûr, de domaine d'activité qui est. Donc, supposons par exemple, si on prend des exemples, un fabricant de portes et fenêtres va choisir, lui, de segmenter, par exemple, par typologie des clients. Donc, lorsqu'il va segmenter le cadre qu'il va servir. Donc, ou bien nous avons des constructeurs de maisons individuelles. Donc, quelqu'un qui fabrique des portes et fenêtres. Donc, les clients, la catégorie des clients qu'il va servir, il n'est pas la même. Donc, de telle sorte qu'il va essayer de voir quels sont les clients auxquels il va s'orienter, à laquelle il va cette catégorie de clientèle-là. Donc, il va bien sûr choisir entre quoi? Entre les constructeurs de maisons individuelles, ceux qui veulent construire, bien sûr, leur maison d'une manière individuelle. Il peut bien sûr choisir entre des entreprises de rénovation qui va constituer des clients, des collectivités bien sûr. Il peut aussi entreprises ou bien des artisans qui demandent pour chacun des facteurs clés de réussite. Donc, chaque client, il va lui s'intéresser à un facteur clé. Donc, pour, par exemple, les constructeurs, bien les entreprises, le prix, parfois la logistique, parfois la disponibilité de produits, parfois le sur-mesure et les produits techniques. C'est-à-dire, à chaque type de client, il va correspondre à un facteur clé de succès. Et bien sûr, on peut mettre les mêmes facteurs clés de succès on va segmenter les clients selon s'ils disposent d'un même facteur clé de succès, on peut les regrouper. N'oubliez pas que tout à l'heure, nous avons dit que sont regroupées les activités dont les facteurs clés de succès sont identiques. Parfois, on peut avoir des gens ou bien une clientèle qui ont les mêmes facteurs clés de succès. Bien.
Donc, nous avons dit que cette segmentation consiste à regrouper dans un même segment les activités qui sont homogènes, bien sûr, de l'entreprise, et bien sûr, qui correspondent à, ou bien qui ont un même des facteurs clés de succès qui sont, bien sûr, identiques. Supposons par exemple un autre fabricant de parfums va segmenter en fonction de certains critères. Par exemple, lorsqu'il va fabriquer des parfums, va segmenter certains critères tels que, par exemple, la couleur, le type de parfum, la provenance, pays ou grande région, les prix, les fleurs, circuit de distribution, le profit du parfum ou par les occasions de consommation. Donc là, ce sont des critères qu'on doit utiliser pour qu'on puisse segmenter. Donc, certains consommateurs préfèrent la couleur dans tel ou tel parfum. Certains préfèrent le type de parfum qui provient de telle région, bien de tel pays. Certains, bien sûr, les fleurs dont on a construit ce parfum, c'est un facteur, donc c'est un critère, le circuit de distribution, etc. Et dans ce sens-là, on va essayer, le fabricant de parfum, il va essayer de jouer sur ces éléments-là. S'il veut, bien sûr, détenir un avantage concurrentiel. Donc voilà les éléments qu'on peut faire en sorte de les étudier. Donc l'analyse externe, parce que dans l'analyse de l'environnement de la firme, nous l'avons dans ce sens-là dit que lorsqu'on veut établir une certaine stratégie, on doit bien sûr passer par la segmentation stratégique, que nous l'avons déjà définie et que nous avons bien sûr mis en valeur certains critères, nous l'avons déjà étudié, donc la part du marché, la clientèle, la taille, etc. Et bien sûr, là, on va essayer de ne pas s'attaquer trop sur l'analyse externe parce que je crois que vous la connaissez lorsqu'on a étudié l'environnement de l'entreprise. Et dans ce sens-là, on va essayer de vous la rappeler rapidement. Donc, l'objectif de l'analyse externe, c'est quoi? C'est de situer l'entreprise sur son marché et dans son environnement. Donc, une analyse qui est externe à l'entreprise. Et donc, lorsqu'il est externe à l'entreprise, on va essayer de situer cette entreprise dans son marché et dans son environnement, de telle sorte qu'on va essayer de chercher à le positionner par rapport à certains concurrents. Donc, de le positionner par rapport à des concurrents. Donc, et dans ce sens-là, ça, c'est l'objectif, de telle sorte qu'on va essayer à partir de cette analyse de faire quoi? De détecter les opportunités et bien sûr les menaces de cette analyse. Donc, son objectif, c'est de situer l'entreprise sur son marché. Sa finalité, c'est de détecter les opportunités et les menaces. Et pour ce faire, dans ce sens-là, l'entreprise va essayer de mettre en place ce qu'on appelle une veille ou bien faire appel à des cabinets spécialisés pour faire des études. Parce que donc là, l'entreprise dans l'analyse externe, n'oubliez pas que nous l'avons déjà parlé, qu'il va essayer de développer une veille stratégique, que ce soit une veille concurrentielle, commerciale ou technologique. Et pour utiliser cette analyse externe, deux outils sont offerts à l'entreprise. Donc, dans le cadre de l'analyse de l'environnement externe de l'entreprise, on doit se référer à deux outils. Premièrement, nous avons l'analyse PSTEP, que vous la connaissiez, n'est-ce pas? C'est quoi?
C'est quoi l'analyse Pestel? Politique, économique, sociale, technologique, écologique, légale. Très bien, bravo. Donc, c'est mademoiselle. C'est qui, mademoiselle? Seulement. Selma. Votre nom. Oui. C'est votre prénom, votre nom, non, notre famille. Njmaoui. Nejmaoui, oui, très bien. Nejmaoui, c'est excellent. Donc, voilà, c'est ces éléments-là qu'on doit essayer de l'étudier. Mais aussi, on peut utiliser ce qu'on appelle l'analyse des 5 forces de Porter. C'est dans ce sens-là qu'on va essayer de voir aussi en quoi consiste l'analyse de l'environnement. Donc, l'écran, il est partagé avec vous, vous le voyez très bien, n'est-ce pas? Le défilement, il est là. Très bien. Donc, l'analyse Pestel, elle concerne quoi cette analyse Pestel, comme vos camarades l'ont déjà souligné. Donc, le diagnostic dans ce sens-là, externe, il va recenser recenser les forces concurrentielles qui sont en présence sur le marché de l'entreprise, bien sûr, ou bien sûr qui sont en rapport ou bien en liaison avec son métier, ce qu'il sait faire. Et donc, le diagnostic externe, il va s'intéresser au macroéconomique de l'entreprise, de telle sorte que tel que le potentiel de croissance, l'inflation, le taux de change, là, on va essayer de le voir. Donc, là, le diagnostic externe, qu'il soit fait par des outils tels que le Pestel ou bien les 5 forces de Porter, c'est qu'il vise à recenser, à dénombrer, à bien sûr compter, si vous voulez, qui sont les forces concurrentielles en présence sur le marché ou bien dans le métier de l'entreprise. Et il va essayer dans ce sens-là d'évaluer l'environnement juridique, il va évaluer l'environnement technologique, il va évaluer l'environnement, bien sûr, technique, etc. Donc, l'analyse Pestel, P-E-S-T-E-L, c'est-à-dire P comme politique, S-E comme économique, S social, P technologique, E écologique et L légal. Donc, ce sont les éléments qu'on doit tenir compte lorsqu'on veut étudier l'environnement de l'entreprise et qu'on doit bien sûr essayer de les étudier point par point lorsqu'on veut établir une analyse ou bien une stratégie ou bien mettre en œuvre une stratégie. Là, ce sont des éléments qui sont intéressants et qu'on doit bien sûr les prendre en considération. Donc, en ce sens-là, l'analyse Pestel, qu'est-ce qu'il va nous permettre? Nous avons dit qu'il va consister à répertorier ou bien analyser ou bien à recenser, à dénombrer, à calculer, compter pardon, les facteurs environnementaux qui affectent l'entreprise. Et dans ce sens-là, il va permettre de dépasser l'horizon du secteur pour mieux prévoir son évolution future. Donc, cette analyse, lorsqu'on va essayer de prendre ces éléments-là, il va essayer de prévoir le futur de l'entreprise, de telle sorte qu'on va essayer de non pas s'intéresser à l'étude statique, non, mais on doit essayer de voir l'horizon, de voir le futur. Donc après cette analyse, que deviendront notre métier, que deviendra la concurrence, les clients, les fournisseurs, les prix, le coût, le pouvoir d'achat, etc. Tout cela, cette analyse, il va mieux donc dépasser, j'ai dit, l'horizon du secteur pour prévoir son évolution future. Et vous n'oubliez pas que lorsqu'on a parlé de stratégie, nous avons dit que la stratégie doit essayer de voir plus loin. Et le manager ou bien le management ou bien le responsable de l'entreprise, il doit essayer de voir plus loin, de telle sorte qu'il doit essayer de voir le futur de l'entreprise et de créer
le futur de cette entreprise. Et comment? C'est à travers cette analyse, de telle sorte que cette analyse va nous inviter à répondre aux questions suivantes, de telle sorte qu'on doit, donc bien sûr, ce sont des interrogations auxquelles on doit répondre lorsqu'on va étudier cette analyse. Ces questions, c'est que, première question, parmi ces facteurs, quels sont les plus importants aujourd'hui? C'est-à-dire parmi ces facteurs qu'on doit analyser, qui ont une importance, une influence maintenant, à ce moment-là, sur l'entreprise qu'on doit essayer de trouver la réponse la plus adaptée et la plus adéquate et la solution pour ces problèmes, que ce soit un problème économique, social ou technologique, par exemple. Donc, parmi ces facteurs-là, on va chercher les facteurs qui sont les plus importants, qui sont aujourd'hui. Mais nous avons dit que cette analyse, il doit dépasser l'horizon du secteur, c'est-à-dire qu'il ne doit pas seulement se contenter de l'analyse actuelle des choses, non. Il doit essayer de voir ou de prévoir son évolution future, ce qui revient à se demander quels seront les plus importants dans les années à venir. Donc, de telle sorte, on va essayer de voir quels sont les facteurs qui auront un impact important sur nos activités dans l'avenir. Donc, c'est pour cela que cette analyse, ces deux questions va, bien sûr, essayer de voir ce qui sont les éléments, qui sont les facteurs importants aujourd'hui, mais aussi qui sont les importants dans l'avenir de l'entreprise. Donc, c'est ça l'importance de cette analyse faite sur la base de Pestel. Donc, quand on parle de politique, les éléments qu'on doit prendre en considération, c'est analyse, pardon, là, il y a un, donc, quelque chose qui était donc supprimé. Donc, analyse de l'état de stabilité, d'instabilité politique. Donc là, lorsque l'état n'est pas stable du point de vue politique, là, les décisions doivent, l'investissement doivent être bien sûr revues parce que c'est indispensable avant toute décision d'exportation ou d'implantation dans un pays étranger de voir est-ce que ce pays-là est un état stable ou non. Donc là, ce sont des choses qui sont très importantes qu'on ne doit pas, bien sûr, l'oublier. Donc, l'économique, bien sûr, l'évolution des pouvoirs d'achat, le taux de chômage, de la structure de la population, la composition de la famille, plus généralement du niveau de l'activité qui doit être prise en compte. Et bien sûr, afin, bien sûr, de coller à la réalité du marché de ces éléments-là. Donc là, on doit essayer de voir tous ces éléments-là, donc que ce soit bien sûr le volet politique, le volet bien sûr économique, là ce sont des choses qu'on doit essayer de l'étudier. Bien sûr, nous avons le social, c'est les traditions, les valeurs, les croyances des individus, la démographie, la distribution de revenus, la mobilité, tous ces éléments, on doit les étudier. Je crois que vous l'avez plus ou moins vu dans le cadre lorsque d'une analyse marketing ou bien de marketing, que ce soit approfondie ou bien de base, que lorsqu'on veut faire l'analyse marketing, il doit elle aussi prendre en considération certains facteurs, le comportement du consommateur, du client aussi, les facteurs concernant la société ou bien les facteurs, l'environnement social dans lequel vivent ces clients, ou bien l'environnement de la clientèle, la démographie de cette clientèle, les croyances et les valeurs de cette clientèle, la distribution, bien sûr, aussi le social doit être pris dans le cadre de l'entreprise lorsqu'il veut élaborer une stratégie, parce qu'une stratégie qui va concerner quoi? Qui va concerner des produits qui doivent être livrés, qui doivent être commercialisés. Commercialisés à qui? À des clients, à des consommateurs. Donc, on doit connaître son consommateur, mais on doit aussi connaître le social, l'État, le politique, l'économique. Donc, aussi, quand on parle de la technologie, c'est la technologie qui est
utilisés dans le cadre de métiers de l'entreprise, les recherches, les innovations, la créativité, les technologies qui sont obsolètes, des technologies qui sont nouvelles, tout cela, les nouvelles utilisations, tout cela, il doit être pris en compte. Bien sûr aussi, l'écologique, il doit faire en sorte de préserver l'environnement à travers le recyclage, le traitement des déchets, la consommation d'énergie, donc des énergies renouvelables, l'utilisation des matières écologiques, des bio, donc l'utilisation aussi des produits donc, qui ne sont pas nuisibles pour l'environnement en général ou bien pour l'écologie du point de vue global. Légal, donc là, ce sont les lois, les règles, les statuts, les normes qui sont applicables dans tel ou tel pays. Donc, si je désire faire en sorte de lancer un produit dans tel ou tel pays, donc je dois savoir quelles sont les conditions que ce pays-là juge utile ou juge intéressante pour qu'on puisse mon produit être commercialisé du point de vue sanitaire, du point de vue emballage, du point de vue bien sûr conditionnement, etc. Donc là, on a des conditions légales. Donc je dois respecter certaines normes, certaines lois. Lorsqu'on parle de ISO, donc la norme internationale de standardisation, donc je dois respecter là. De même, si je veux investir dans un pays, je dois savoir quel est ce pays, quelle est la loi financière, donc sa fiscalité, sa législation du travail, bien sûr les règlements concernant les impôts, etc. Donc, je dois essayer de prendre en considération ces éléments si je veux, bien sûr, m'investir. Donc, politique économique, sociale et technologique, il va bien sûr essayer de donner des opportunités pour le marché, de telle sorte qu'on va essayer d'établir un plan marketing, mais aussi un plan social. De là, plan marketing qui va essayer, bien sûr, à travers ce plan, essayer de vendre et de réaliser des profits. Et bien sûr, à travers l'utilisation des ressources humaines, technologiques, financières et physiques, ce sont la mission de l'entreprise et bien sûr, dans le cadre de la mission de l'entreprise et dans le domaine d'activité des DAS, donc l'utilisation de toutes ces ressources-là pour établir un plan stratégique, ce plan stratégique, bien sûr, qui nécessite la prise en compte de l'environnement politique, écologique, social, technologique et légal. Donc, cet environnement-là, lorsqu'on va l'étudier, on va essayer de tirer des opportunités. N'oubliez pas ce qu'on a dit tout à l'heure concernant l'analyse externe, c'est qu'il va essayer de chercher ou bien de renoncer les facteurs, les concurrents, ou bien les possibilités, les opportunités du marché. Donc, ces opportunités du marché vont bien sûr nous pousser à faire ou bien à mettre un plan marketing et bien sûr un plan social. Là, ce plan marketing, sa finalité, c'est essayer de réaliser des ventes pour générer des profits à travers quoi? À travers bien sûr sur la base des ressources dont l'entreprise dispose, des ressources humaines, technologiques, financières et physiques. Tout cela dans le cadre de la mission, de la valeur, du métier de l'entreprise, mais aussi à travers, lorsqu'on a parlé tout à l'heure aussi du plan marketing, à travers des domaines d'activité stratégiques et ces domaines qui vont bien sûr nous orienter vers le plan stratégique de l'entreprise. Ça, c'est d'une manière, c'est bref, l'analyse ou bien l'analyse externe de l'entreprise. L'analyse interne. Donc, dans le cadre de l'analyse interne, bien sûr, dans ce sens-là, on va essayer d'identifier quoi? Les forces et les faiblesses de l'entreprise. Donc, d'un côté, et bien sûr,
d'un autre côté, bien sûr, essayer aussi d'utiliser les outils dont on dispose à cet effet aux 3 niveaux de la stratégie, c'est-à-dire la stratégie d'entreprise, la stratégie bien sûr opérationnelle et bien sûr aussi la stratégie, ce qu'on appelle toujours donc stratégie d'entreprise. Donc, à ces 3 niveaux, que nous l'avons, je crois, déjà parlé. Donc, vous vous souvenez, je crois, très, très bien. Lorsqu'on a parlé les 3 niveaux stratégiques, nous avons parlé de niveau opérationnel, de niveau, bien sûr, des stratégies opérationnelles. Nous avons aussi parlé des stratégies de l'entreprise, deuxième niveau. Et je crois que nous avons parlé de la stratégie par domaine d'activité. Donc là, les niveaux que nous avons déjà étudiés. Donc là, et aussi, le niveau E, nous avons d'utiliser les outils dont il dispose à ces 3 niveaux de la stratégie. Bien sûr, le niveau global, ou stratégie de l'entreprise, le niveau du domaine d'activité stratégique et le niveau, bien sûr, opérationnel. Donc là, nous l'avons déjà étudié global, stratégie d'entreprise, bien au niveau opérationnel. Donc, de telle sorte qu'on doit essayer à ce niveau-là, lorsqu'on va essayer d'identifier les forces et les faiblesses de l'entreprise, c'est essayer de répondre bien sûr à certains questionnements, d'établir certains questionnements. Donc là, l'objectif, je répète, c'est identifier les forces et les faiblesses. Lorsqu'on parle de l'analyse interne, ce sont les forces et les faiblesses qu'on va étudier. Et dans ce sens-là, cette analyse, il peut utiliser les outils dont elle dispose à cet effet, donc au niveau, donc les outils qu'on doit disposer pour l'analyse au niveau global, domaine d'activité et au niveau opérationnel. Bien. Au niveau global. Donc, dans ce sens-là, il doit répondre à un certain nombre de questionnements. Donc, lorsqu'il s'agit du niveau global de l'entreprise, donc de telle sorte, cette analyse va nous interpeller pour qu'on puisse essayer de trouver des réponses à certaines questions. Parmi ces questions, bien sûr, qui sont des questions, des interrogations qu'on va poser. Et ces interrogations concernent quoi? Comment faire évoluer mon portefeuille d'activité? Tout à l'heure, lorsqu'on a parlé de l'analyse, c'était et non pas pour analyser la situation actuelle, mais aussi faire en sorte d'imaginer ou bien d'envisager des situations futures. On doit maintenant se demander comment faire évoluer mon portefeuille d'activités, c'est-à-dire l'ensemble des activités dans lesquelles l'entreprise est présente. Elle est présente dans quelle activité? Activité hôtelière, par exemple, activité cosmétique, activité, par exemple, communication. Et donc, il va essayer de voir, lorsqu'il va essayer d'analyser, faire l'analyse externe, de voir comment il va essayer d'évoluer, de faire évoluer son portefeuille. Et lorsqu'on parle de cette évolution, cela veut dire qu'il doit essayer de voir quelles sont ses compétences sur lesquelles il doit se baser. N'oubliez pas que nous avons parlé des ressources humaines, financières et technologiques propres à l'entreprise. S'il veut, bien sûr, essayer d'évoluer ou bien de prendre en considération pour qu'il puisse évoluer son activité. Deuxièmement, il y a la deuxième question, elle concerne quoi? Comment il va répartir ses ressources entre les différentes activités? Bien sûr, lorsque l'entreprise
j'ai dit qu'il se opère dans plusieurs domaines d'activité, les ressources, elles sont là. Bien sûr, les ressources humaines sont limitées, les ressources financières parfois. Il doit savoir comment il va essayer de répartir ces ressources entre les différentes activités de telle sorte qu'il doit réaliser des équilibres et voir quelles sont les activités qui nécessitent, bien sûr, beaucoup de compétences, beaucoup de ressources, beaucoup, bien sûr, d'attention et qu'il doit les répartir ces ressources entre les activités. Et bien sûr, troisièmement, c'est l'évaluation de l'intérêt relatif des différentes activités de l'entreprise. Bien sûr, tout cela doit faire l'objet d'évaluation, de contrôle de ces activités. Quelles sont les activités les plus rentables, les moins rentables, qui ont des difficultés, quelles sont les activités qu'on peut les quitter, qu'on peut bien sûr à qui on peut faire renoncer, quelles sont les activités qu'on peut développer. Là, c'est une chose d'évaluation, ce sont des questionnements qu'on doit être faits. Et bien sûr, l'évaluation de l'intérêt d'une activité, elle va se faire, ou bien elle va reposer sur deux facteurs. Donc, quand on veut évaluer l'intérêt d'une activité, donc cette activité, lorsqu'on se demande, l'entreprise, il va se demander comment évaluer l'intérêt relatif des différentes activités. Donc, cette évaluation, elle va se faire à travers quoi? À travers deux facteurs. Bien sûr, nous avons le facteur qui est l'attrait du marché et l'autre facteur, la compétitivité de l'entreprise. Une activité, on doit l'évaluer selon deux éléments. L'attrait du marché, c'est-à-dire est-ce que ce marché il est attractif? Est-ce que ce marché il a des opportunités? Est-ce que ce marché il a des clients? Est-ce que ces clients sont potentiels? Donc, est-ce qu'il peut réaliser des profits? Mais aussi à travers la compétitivité de l'entreprise. Notre activité, donc, ne peut réussir si l'attrait du marché est là, mais si notre compétitivité elle est faible, on risque de disparaître. On risque de ne être plus en concurrence, on risque de n'être plus en fonction. Et donc, les deux éléments, ils sont si importants. Faire cet attrait de marché à travers, bien sûr, l'évaluation de l'activité, l'attrait du marché, mais aussi la compétitivité. Donc, l'attrait du marché, il va nous indiquer quoi? Il va nous indiquer l'intérêt, le risque sectoriel et le besoin financier qu'on représente le segment. Donc, dans le marché, on va trouver quoi? On va trouver, bien sûr, dans le marché, il a besoin de finances, il a besoin des moyens financiers. Il a besoin, bien sûr, il est constitué, bien sûr, des risques sectoriels. Il en a, par exemple, des clients, il en a des segments, bien sûr. Et dans ce sens-là, cet attrait de marché, il va nous donner des indices, nous donner, bien sûr, comment dirais-je, des possibilités pour voir quel est l'intérêt et le risque et le besoin financier qu'on représente ce segment-là. Donc, dans ce marché, on va essayer de voir les clients, le produit, le financement, etc. Et dans ce sens-là, lorsqu'on et au cadre de la compétitivité de l'entreprise, il va s'intéresser bien sûr aux capacités et la rentabilité et le risque concurrentiel de l'entreprise. Donc voilà les capacités, la rentabilité et le risque concurrentiel de l'entreprise. La compétitivité, il doit être compétitive, il doit se défendre, il doit être forte, il doit ne plus ne baisser les bras. Mais comment donc? La compétitivité, lorsqu'on dit entreprise compétitive,
On va voir quelles sont les capacités dont il dispose, capacités que ce soit bien sûr financières, capacités humaines, capacités technologiques à son niveau-là, au niveau de la créativité, de l'innovation, et la rentabilité. Et donc, est-ce que cette entreprise réalise des profits, est-ce qu'elle est rentable? Et bien sûr, le risque concurrentiel de l'entreprise. Donc, est-ce que nous sommes une entreprise qui peut concurrencer ou bien une entreprise qui peut faire en sorte d'être influencée par les autres concurrents? Bien sûr, quand on parle de l'attrait du marché, nous avons des indicateurs qui vont nous permettre de voir si le marché il est attractif ou bien n'est pas attractif, c'est-à-dire si ce marché mérite, bien nécessite ou bien peut donner la possibilité à l'entreprise d'encourir le risque pour investir. Donc un marché qui est attractif à travers sa taille actuelle, c'est-à-dire le nombre de clients ou bien de consommateurs. Bien sûr aussi à travers le taux de croissance prévu. Donc qu'est-ce que ce marché, comment il va, quelle est la croissance ou bien le taux de croissance qu'il doit prévisionnel qu'on doit attendre de ce marché-là, et bien sûr le reste, la rentabilité intrinsèque de ce marché-là. Donc voilà, bien sûr, lorsqu'on veut évaluer une activité, on va s'intéresser à deux méthodes. Bien, nous sommes là pour deux facteurs, si vous voulez. On doit reposer sur deux facteurs. L'intérêt du marché qui va indiquer l'intérêt, le risque, le besoin financier et que représente le segment, mais aussi la compétitivité de l'entreprise qui va nous indiquer sur les capacités, la rentabilité et le risque concurrentiel de l'entreprise, la capacité financière, la capacité bien sûr humaine, la capacité technologique, la rentabilité de cette entreprise qui va bien sûr nous donner le degré de la concurrence de cette entreprise. Est-ce que cette entreprise il a cette force, cette possibilité de concurrencer et d'être compétitif par rapport aux autres. Concernant l'attrait du marché, les éléments qui vont nous indiquer sur l'attractivité du marché, ce sont la taille, le taux de croissance et la rentabilité intrinsèque, comme j'ai dit. Donc voilà, pour la compétitivité de l'entreprise, les indicateurs, bien sûr, sont la part de marché de l'entreprise et les atouts potentiels dont il dispose l'entreprise. Quels sont ces atouts pour qu'elle puisse devancer ou bien pour qu'elle puisse concurrencer tel ou tel concurrent. Donc voilà les éléments. Est-ce que c'est clair? Vous me suivez? Oui, monsieur, c'est clair. Donc c'est bon. Donc les schémas ils sont bons. C'est bon? Oui, monsieur. Très bien. Oui, monsieur, c'est clair. Très bien. Donc, et parmi, bien sûr, les modèles les plus connus que les étudierons dans le cadre de cette évaluation, on va s'intéresser, bien sûr, à ce qu'on appelle la matrice BCG et la matrice McKinsey. Donc là, on va essayer de voir c'est quoi la matrice BCG et c'est quoi la matrice McKinsey qui va nous étudier. Donc, ce sont des facteurs qui permettent d'étudier l'attractivité ou bien l'activité d'une entreprise. Donc, la matrice BCG, Boston Consulting Group. Donc, c'est un cabinet de consultation, c'est un bureau d'études, si vous voulez, qui s'appelle le Boston Consulting Group. Donc, BCG. Donc, voilà des initiales. Donc, cette matrice. Donc, nous avons dit que c'est une matrice, c'est un outil d'analyse d'un portefeuille d'activité, c'est-à-dire lorsque nous avons un portefeuille d'activité, on va l'analyser. Il est écrit par le cabinet de conseil américain, donc nous avons Boston Consulting Group. C'est un outil très visuel qui constitue un bon vecteur de
communication, il est très facile d'emploi dans ce sens où que le tableur Excel il peut le réaliser automatiquement sans le nom de graphique ou bien sans le nom de bulle. Donc là, la définition, donc nous avons dit, voilà, c'est un outil de gestion de portefeuille utilisé par une entreprise pour l'aider à justifier les investissements réalisés sur des produits en fonction de leur positionnement sur le marché, de leur croissance et de la part que chacun d'eux représente en termes de chiffre d'affaires. Donc là, termes de croissance et termes de chiffre d'affaires qu'on va bien sûr étudier. Donc voilà, c'est un outil de gestion de portefeuille. Donc là, les domaines d'activité utilisés par une entreprise que l'entreprise va utiliser pour voir, pour lui permettre de quoi? De l'aider à quoi? À justifier les investissements réalisés sur des produits. Donc l'entreprise essaie de décider de s'investir sur des produits. Donc, n'importe quel produit, il doit essayer d'investir. Mais avant d'investir, il doit faire des études. Donc, et parmi ces études, il doit se baser sur des modèles ou bien ce qu'on appelle des outils. Et ces outils-là, parmi lesquels nous avons la matrice BCG pour qu'il puisse lui donner, justifier ou non, est-ce qu'il peut aller investir ou ne peut pas investir. Mais en fonction quoi de cette situation? En fonction de leur positionnement sur le marché. L'entreprise, comment il va se positionner sur le marché en fonction de la croissance de son chiffre d'affaires, mais aussi de la part que chacun représente en termes de chiffre d'affaires, c'est-à-dire la part du marché. Et dans ce sens-là, son utilité réside en quoi? C'est d'évaluer l'équilibre du portefeuille d'une entreprise et permet de positionner les activités selon deux dimensions. C'est ça l'utilité de cette matrice, c'est qu'elle va évaluer l'équilibre du portefeuille. Donc, lorsque l'entreprise va l'aider à justifier l'investissement, bien sûr, de telle sorte qu'on doit essayer d'évaluer ce portefeuille. N'oubliez pas, lorsqu'on a parlé de l'attrait du marché et la position concurrentielle. Donc, il doit évaluer cette portefeuille, cette activité qui va lui permettre de positionner cette activité, donc de mettre cette activité dans une position pour l'entreprise. Donc, les dimensions, c'est qu'il doit s'y avoir, donc il va s'articuler sur quoi? Sur le taux de croissance du marché ou du domaine d'activité stratégique ou de DAS et la part de marché relative qui sont détenues par l'entreprise. Donc, cette matrice se base sur quoi? Sur deux axes. Nous avons le taux de croissance du marché, là lorsqu'on a parlé de la croissance, mais aussi de la part de marché relative détenue par l'entreprise. Mais bien sûr, cette part, elle est mesurée par quoi? Par son poids relatif par rapport à son principal concurrent, c'est-à-dire cette part relative du marché que je dessine, c'est une part, la part relative, c'est-à-dire الحصة النسبية كما تنقولوا. Donc نسبيا par rapport à quoi? Par rapport à mon principal concurrent. Mon principal concurrent, combien il détient de part de marché? Et je vais me calculer ma part du marché par rapport à ce principal concurrent. Donc, l'utilité, c'est qu'il permet d'évaluer l'équilibre, les dimensions qu'il va prendre en considération, ou bien les croisements qu'il va mettre en étude, c'est le taux de croissance du marché et la part du marché relative. Bien sûr, la famille qu'il va être répartie en 4 familles, cette matrice, il va répartir les domaines d'activité en 4 familles. Nous avons les vaches à lait, les étoiles,
mais aussi nous avons les dilemmes et les points morts. Donc voilà la définition de la BCG, voilà son utilité, voilà sa dimension, c'est-à-dire il va être le taux de croissance du marché et la part relative du marché. Donc la croissance du marché en chiffre d'affaires, des différentes activités représentées et bien sûr la part du marché sur chacune des activités. Donc la définition, voilà l'utilité, la dimension et la famille va traiter quoi cette matrice? Les produits qu'on doit justifier, réaliser donc des investissements sur des produits. Ces produits, ou bien ils vont constituer des le modèle BCG propose de positionner les différents domaines d'activité dans un tableau. On va voir bien sûr, il va donc, lorsqu'on a parlé tout à l'heure de ces là, et lorsqu'on va les diviser comme ça et comme ça, on va voir 4 parties. Donc la première partie, deuxième, troisième et quatrième. Donc ça, c'est un tableau qui sera divisé comme ça et comme ça. Voilà la première partie, deuxième, troisième et quatrième. Donc là, le modèle BCG va proposer, nous avons dit, de diviser ou bien de positionner les différents domaines d'activité dans un tableau qui sera divisé en 4 parties. Donc, ils vont représenter le taux de croissance du marché par rapport à quoi? Par rapport à la part de marché relative. Donc là, la part de marché relative de l'entreprise est égale à quoi? Est égale à la part de marché de l'entreprise lorsqu'on veut la calculer. Et bien sûr, qu'on doit la retrancher la part de marché du concurrent principal. Donc, c'est ça, la part du marché relative. Donc, il est calculé à partir de la part du marché de l'entreprise tout entière, mais qu'on doit essayer de voir la part du marché concurrent principal pour qu'on puisse étudier cette situation. Et cette part du marché, donc c'est un ratio, donc sur la part du marché relative sur, pardon, c'est pas sur, c'est divisé par la part du marché du concurrent principal parce qu'on va le voir en pourcentage, c'est la division, ça, c'est une division, c'est un ratio qui va nous donner la position concurrentielle de l'entreprise. Est-ce que l'entreprise détient une part de marché importante, moins importante ou bien faible? Et qui va concerner les coûts, les avantages sur le plan du coût, d'un volume d'affaires, etc. Tout cela va nous donner ou bien nous mettre l'entreprise d'étudier sa position concurrentielle par rapport aux concurrents. C'est ça l'importance de la part de marché relative. Donc, si j'ai une part de marché marginale, donc dans ce sens-là, mon concurrent détient plus que moi et donc ma part de marché elle est faible et ma position concurrentielle ne sera pas une position qui est très forte. Donc, je serai bien sûr en position faible. Donc, voilà comment on va calculer cette part de marché qui est la part de marché de l'entreprise sur la part du marché du concurrent principal et qui va nous refléter ou nous étudier la position concurrentielle de l'entreprise. Bien sûr, la part du marché. Voilà la matrice BCG. Donc, nous avons dans un axe part du marché et dans un autre axe le taux de croissance du marché. Donc, ou bien on va trouver des stars, nous l'avons déjà étudié, des produits qui sont, on l'appelle des produits stars, ou bien on va trouver des produits qu'on appelle vache à lait, des produits dilemme, ou bien des produits qui sont poids morts. Donc, quand on parle des vaches à lait, donc des produits qui sont, lorsqu'on va étudier, donc part de marché fort ou bien faible, taux de croissance fort ou bien faible. Lorsque la part du marché, dans ce sens-là,
on va avoir part de marché fort avec du taux fort, part de marché faible avec marché faible. Donc, nous avons fort, faible, fort, faible. Donc, lorsque la part du marché est fort et le taux de croissance est fort, et dans ce sens-là, bien lorsque la part du marché elle est faible. Dans ce sens-là, on se trouve dans une situation où on l'appelle situation vache à lait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces activités sont arrivées à maturité. Donc, le taux de croissance du marché, il est saturé. Donc, il est faible. Et donc, l'entreprise à son niveau-là, il doit ou bien maintenir si leur avenir il est assuré, sinon à exploiter. Donc là, il va essayer. Dans ce sens-là, nous avons dit que l'entreprise il a une forte part du marché, ça c'est dans cette étoile, mais il a un faible taux de croissance de marché. Et donc, dans ce sens-là, il génère parfois des rentrées importantes, ces éléments-là, puisque la part de marché il est forte, mais le taux de croissance il est un peu faible. Et dans ce cadre-là, l'entreprise, il doit essayer ou bien de les maintenir ou bien de les exploiter. Il faut éviter le double risque, dans ce sens-là, de trop investir sur un marché à forte faible de croissance, parce qu'on ne doit pas, ce sont des choix, mais l'entreprise, il doit calculer. S'il investit beaucoup dans ces domaines-là, à fort taux de croissance, et bien sûr, il peut ne pas avoir de rentabilité. Et de telle sorte, lorsqu'on parle de vache à lait, on commence à investir jusqu'au risque qu'on fait maigrir la vache. Donc, on est en train de traiter la vache, on est en train de... Non. Donc, ces produits, même s'ils ont une part de marché importante, mais le taux de croissance, il est bien sûr faible. Donc, on va essayer, l'entreprise à son niveau-là, il doit essayer de voir comment il va les développer, comment bien sûr il va ces activités, ils sont arrivés bien sûr à maturité, donc le taux de croissance, il est mature, donc la croissance, comme le cycle de vie de produit, il arrive à maturité, on doit les maintenir si leur avenir est assuré. Donc, on peut espérer, donc, d'après les études, que ces produits peuvent nous donner beaucoup d'avenir, on peut les assurer. Sinon, il faut bien sûr ne pas essayer de prendre le risque d'investir trop, même s'il génère des rentrées importantes à ce niveau-là. Donc là, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est les étoiles ou bien les stars qui sont les futurs de l'entreprise. Donc, le taux de croissance, il est fort et la part de marché, elle est forte elle aussi. Donc là, l'entreprise, elle va compter sur ces éléments-là pour mieux, donc parce que c'est le futur de l'entreprise, pour mieux prendre la position la plus confortable qu'il doit y avoir. Dans les délais, donc, dans ce sens-là, ils ont un taux de croissance du marché. Le taux de croissance, il est important, mais la part du marché, par contre, elle est faible. Et c'est ça, donc, le problème. Donc, ou bien on va essayer ces activités ne génèrent qu'une faible rentabilité, donc parce que la part de marché elle est faible, et bien sûr, ou bien à développer, ou bien à abandonner. Il faut courir, bien sûr, beaucoup de risques là-dessus. Et les points morts, bien sûr, comme vous le voyez, bien sûr, là. Donc, comme vous le voyez, donc la part de marché elle est faible, bien sûr. Aussi, le taux de marché il est aussi faible. Et dans ce sens-là, ce sont des produits qu'on doit
bien sûr, abandonner parce l'entreprise ne doit pas essayer de courir le risque d'investir trop dans ces situations-là. Et l'entreprise, à ce niveau-là, il doit abandonner ses activités si ces activités durent trop longtemps parce qu'ils ne vont que générer des pertes à l'entreprise. Voilà les explications de ces éléments-là lorsqu'on parle du part du marché, du taux de croissance du marché. Donc, part du marché fort ou bien faible, avec taux de croissance fort ou bien faible. Part du marché fort avec un taux de croissance fort, se trouve dans les produits qui sont stars, ce sont le futur de l'entreprise. Par contre, la part du marché qui est faible, forte, et le taux de croissance il est faible, même si ces éléments-là, ils génèrent, nous avons dit, des activités ou bien des rentrées importantes, il faut maintenir si l'avenir il est assuré. Si on espère les faire entrer dans le star, si on espère que le taux de croissance va augmenter. Taux de croissance fort alors que le taux du marché il est faible, là c'est un dilemme, puisqu'on la part du marché, donc même si le taux de croissance, mais la part de marché il est très très faible. À développer ou à abandonner s'il dure trop longtemps, donc parce qu'on ne va pas essayer d'avoir le taux de croissance, même s'il est fort, mais la part de marché ne peut pas réaliser ce qu'on espère. Et lorsqu'on tombe dans les deux taux, faibles, là, ce sont des points morts. Et bien sûr, les points morts sont les activités dont l'entreprise dispose d'une faible part du marché et ces activités peuvent donc parfois, ces activités peuvent être des vaches à lait qui se sont transformées en points morts. Et bien sûr, à ce niveau-là, il faut éviter l'erreur de gagner à tout prix les parts de marché, parce que si on espère essayer donc là, à ce niveau-là, si les points de marché, essayer d'avoir des parts de marché, donc ce sera très coûteux et très, bien sûr nécessite beaucoup d'argent et sans intérêt sur un marché qui n'est pas porteur ou bien un marché qui est bien sûr, comment dirais-je, trop concurrentiel. Donc, dans ce sens-là, nous avons dit que ces stars-là, il faut consolider, sinon améliorer la position concurrentielle de cette entreprise. Voilà, lorsqu'on parle les étoiles ou bien les stars. Donc, voilà. Dans ce sens-là, nous avons dit, les étoiles, le futur de l'entreprise, ce sont des activités sur lesquelles l'entreprise a une forte part de marché, sur lesquelles le taux de croissance des marchés est fort. Et dans ce sens-là, l'entreprise doit consolider, sinon il doit améliorer sa position concurrentielle à travers ces éléments, parce que le futur, il doit essayer de prendre une position très forte dans le marché. Par quelle mesure? Par une politique active d'investissement, c'est-à-dire qu'il doit investir au même titre ou bien au même rythme que la croissance du marché. Donc, tant que le marché il est en train de s'accroître, de réaliser des profits, on doit investir pour qu'on puisse rester concurrentiel et avoir cette position. Donc là, ce sont les étoiles. Quand, par exemple, au dilemme. Donc, qu'est-ce que je dois choisir dans ce sens-là? Les dilemmes, nous avons dit que ce sont les activités sur lesquelles l'entreprise n'a qu'une faible part, alors que le marché est en croissance. Donc, le marché, il croît, mais l'entreprise ne peut pas entrer dans les produits ne peuvent pas être concurrentiels. Donc, voilà, le marché, il est en croissance, mais la part du marché dans l'entreprise, il a une faible part. Et dans ce sens-là, ces activités ne génèrent qu'une faible rentabilité. Dans ce sens-là, l'entreprise il doit investir pour améliorer la position concurrentielle et atteindre la position du leader. Sinon, il doit investir. Sinon, qu'est-ce qu'il va? Il va essayer de consolider sa position sur un segment bien défini. Sinon, il va se désengager rapidement. Donc, il ne doit pas rester là. Ou bien il doit investir, ou bien il doit consolider, rester
bien faire en sorte d'aller vers un segment dans lequel sa position concurrentielle elle est forte, ou bien il doit se désengager définitivement. Il doit quitter ce produit-là, il ne doit pas y investir. Donc, ce qu'on dit, c'est investir ou abandonner. Ou bien on doit investir ou bien abandonner. Tandis que dans les stars, on doit conforter la position. Donc, nous sommes dans les étoiles ou bien dans le star, nous sommes dans la position forte. On doit essayer d'avoir et de tenir cette position et de rester dans cette position. Lorsqu'on parle, par exemple, Coca, dans les concurrentiels, sa boisson, il est donc vedette, et il doit toujours détenir cette position. Il doit conforter cette position. Il investit pour que la position concurrentielle soit toujours forte. Donc là, lorsqu'on parle de certaines marques ou bien certains produits de marques, si j'en prends par exemple certaines marques Golden Vision, bien n'importe quelle marque, ou bien il doit investir pour qu'il puisse son produit par rapport aux autres marques qui sont connues, Samsung ou bien LG ou bien Sony, ou bien il doit investir ou bien il doit abandonner. Donc là, c'est un choix qu'il doit faire la vache à lait. Donc voilà, la vache à lait. Donc dans ce sens-là, nous avons dit que les activités sont arrivées à maturité. L'entreprise, il y a une forte part de marché, mais le taux de croissance de marché, il est faible. Donc, même s'il a sa part de marché, il ne génère pas beaucoup de... Il génère de rentabilité, mais la croissance est faible. Donc, le marché n'évolue pas d'une manière rapide, même s'il génère des rentrées importantes. Donc, son objectif, c'est de maintenir sa position dominante. Et dans ce sens-là, la position concurrentielle sans réinvestir des ressources. Donc, il ne faut pas réinvestir. Pourquoi? Parce que le taux de croissance, il est faible. Donc, on doit essayer de maintenir cette position, mais sans essayer d'investir trop. Donc, éviter le double risque de trop investir sur tel ou tel marché. Et dans ce sens-là, ne pas investir au risque, pourquoi? De ne pas faire maigrir cette phase. Donc, si on vit, la phase, c'est l'entreprise, donc bien le produit. Donc, lorsqu'on est en train de faire maigrir la phase, c'est-à-dire qu'on n'aura plus de ressources, qu'on n'aura plus bien sûr, de moyens financiers. Et dans ce sens-là, il faut rentabiliser. Et bien sûr, lorsqu'on parle les poids morts, ou bien le poids mort, là, un poids mort stable, dans ce sens-là, on doit rentabiliser rapidement avec quoi? Avec maintien de position sans investissement. Donc, les points morts, ce sont des activités pour lesquelles l'entreprise dispose d'une faible part des marchés en croissance faible. Donc, les faibles parts des marchés qui nécessitent donc ces activités sont en rentabilité, donc ils sont faibles en rentabilité, sont points morts en rentabilité. Nous avons dit qu'il peut s'agir d'anciens vaches à lait ou de diversification qui est ratée. C'est-à-dire on va essayer de diversifier le produit, mais cette diversification n'a pas réussi ou bien n'a pas été. Alors, dans ce sens-là, il ne faut pas essayer de gagner trop de parts de marché parce qu'il serait coûteux et l'entreprise il va se retirer donc avant, s'il veut, donc l'apparition de pertes par désengagement progressif dans l'entreprise. Il doit essayer de se retirer du marché pour qu'on ne puisse pas subir beaucoup de pertes à ce niveau-là. Donc, les implications stratégiques de cette matrice, donc le l'avons, donc voilà ce que nous avons déjà expliqué, donc les applications stratégiques. Donc, voilà ce que nous avons expliqué. Les vedettes, donc il faut conforter la position. Les vaches à lait, il faut la rentabiliser. Pour les dilemmes, il faut investir ou abandonner. Et bien sûr, pour les poids morts, il faut abandonner d'une manière assez progressive. Donc, vedettes, conforter la position, donc consolider la position. Les vaches à lait, ils vont essayer, donc ils sont toujours en rentabilité, il faut la rentabiliser. Les dilemmes,
ils vont ou bien investir ou bien abandonner les points morts, il faut abandonner d'une manière progressive. Est-ce que vous avez compris, s'il vous plaît? Oui, monsieur. C'est clair? Oui, monsieur. Oui, monsieur. C'est bon? Vous me suivez? Donc, il y a des défilements dans les images, hein, l'écran. Oui. Très bien. Donc, si on peut résumer un petit peu, donc, dynamique de la part du marché, rentabilité, investissement, requis, cash flow. Donc, lorsqu'on parle de vedette, c'est comme dans le cadre de plus ou moins, donc, par le cycle de vie de produit. Donc, dans les produits vedettes, dans le cadre de la dynamique, il faut les développer ou bien les maintenir. Leur rentabilité, ils sont élevés, l'investissement, il est élevé, le cash flow, donc, il est proche de zéro ou bien légèrement négatif. Donc, ce qu'on parle des vaches à lait. Nous avons dit qu'il faut les maintenir, la rentabilité, parce qu'ils ont une certaine rentabilité, mais ils ne vont pas aussi investir. Il doit être faible. Les cash flow, bien le résultat net, le cash flow, bien le cash flow, bien le résultat net financier, donc il est légèrement positif. Donc les dilemmes développer, récolter, bien se retirer, donc à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que la rentabilité ou bien nulle, négative, bien faible. Les investissements sont très élevés en recul, donc on doit ou bien se désinvestir. Et le cash flow, il est largement négatif. Largement négatif, positif, ça dépend. Donc le poids mort, il faut bien récolter donc bien sûr, ou bien se récolter la rentabilité ou bien se retirer. Pourquoi? Parce que la rentabilité elle est faible. Récolter la part de marché ou bien se retirer de cette part de marché, et parce que la rentabilité elle est faible, de telle sorte qu'on doit désinvestir à ce niveau-là. Et bien sûr, le cash flow il est positif. Je pense qu'on doit, s'il vous plaît, s'arrêter à ce niveau. Donc, on va essayer de continuer pour la séance prochaine pour parler de la matrice McKinsey et bien sûr parler aussi de certains d'autres éléments concernant les 5 forces de Porter. C'est bon? D'accord, Inch'Allah, monsieur. Donc, on va, s'il vous plaît. Donc, je crois qu'on pourra faire une autre séance. Je crois qu'on pourra faire ou bien le mardi après-midi ou bien le jeudi après-midi. Merci, monsieur. Donc, je vais vous rappeler pour qu'on puisse avancer un petit peu. Ou bien le mercredi après-midi. Donc, je vais vous annoncer le planning ou bien le jeudi. Donc, toujours, s'il vous plaît, essayez de voir de temps en temps le modèle pour l'annonce. C'est bon? Avez-vous compris assimiler ces éléments-là? Oui, monsieur, c'est bon. Très bien. Les autres? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Merci, monsieur. C'est bon. Très bien. Donc, on se quitte à ce niveau-là pour qu'on puisse se retrouver pour la séance prochaine, Inch'Allah. Donc, s'il vous plaît, il faut tout essayer de quitter, s'il vous plaît, de se retirer de